Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour le lancement de cette deuxième journée du festival Stars Up et particulièrement honoré de la présence de nos invités pour l'ouverture de cette seconde journée. Alors le festival, comme vous le savez, c'est un concept qui se déroule sur 4 jours, 2 journées qui sont plutôt dédiées à l'entreprise au sens large du terme et à tout ce qui se passe dans le milieu de l'aéro. Un certain nombre de startups que vous pouvez retrouver sur les stands d'une partie du festival. Un hackathon qui se déroule avec 300 étudiants issus d'une dizaine d'écoles que je vous invite à aller voir pour regarder les travaux qu'ils sont en train de produire pour une dizaine d'entreprises et de grandes administrations publiques qui nous font le plaisir et l'honneur de nous accompagner. Donc Stars Up, c'est la 5e édition à Meudon. Le week-end prochain, nous serons à Vernon pour la 2e édition à côté du campus de l'espace avec nos amis d'Ariane. Et donc pour démarrer cette journée, nous avons le plaisir de recevoir 3 des partenaires du festival, et notamment j'ai le plaisir moi d'accueillir Fabienne Casoli, présidente de l'Observatoire de Paris-Meudon. Alors l'Observatoire pour nous c'est un partenaire particulier, ils nous suivent depuis le début. La première fois qu'on allait les voir, on était une petite association loi 1901 que nous sommes toujours, de bénévoles meudonnais qui s'étaient dit que ce serait intéressant sur le territoire de Meudon d'avoir un lien avec les partenaires et l'histoire de cette ville qui, bien évidemment, entre la Grande Soufflerie, le hangar Y dans lequel nous avons le plaisir de nous trouver, les lunettes de l'Observatoire et le centre de recherche, et puis les travaux du CNRS, était une destination assez évidente pour organiser ce type d'événement. Donc l'Observatoire, depuis le début, nous accompagne en nous soutenant, en communiquant sur ce qu'on fait. Nous avons beaucoup de chercheurs qui viennent échanger sur leurs travaux sur scène. Il y en aura notamment un certain nombre demain pour le grand public. Ils nous aident à faire de la vulgarisation, bien évidemment. Voilà, donc c'est un partenaire historique pour nous. Madame la Présidente, encore merci pour tout ce que vous faites avec vos équipes pour nous aider. Et puis, il se passe pas mal de choses aussi en recherche là-haut. Donc, on a eu la chance de découvrir les salles blanches, de venir filmer un certain nombre de choses à Paris comme à Meudon. Donc ça, c'était vraiment incroyable et formidable. Et puis, je vais avoir le plaisir de vous laisser la parole. Merci François. Effectivement, l'Observatoire de Paris est un partenaire depuis le début de cette aventure et nous sommes très heureux de pouvoir être à vos côtés. Je vais dire quelques mots. Alors, j'avais envie de vous parler un peu d'exploration scientifique du système solaire, parce que j'ai vu que le thème de cet après-midi, c'était inspiration, l'espace pour rêver. Pour rêver, mais aussi pour apprendre des choses. Et puis aussi, lundi dernier, notre ministre, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau, qui lançait le programme PEPR. PEPR, ça veut dire programme et équipement prioritaire pour la recherche. Le PEPR qui s'appelle Origine. Elle nous a dit que nous, les astronomes, il fallait qu'on assume le fait qu'on a un pouvoir d'attraction vis-à-vis des jeunes et vis-à-vis du public, et que voilà, on est des ambassadeurs de la science. Donc je vais parler de l'exploration du système solaire, qui est un thème fondateur pour l'Observatoire de Paris sur ces 3 sites, Paris, Meudon et Nancy dans le Cher. En commençant par le premier directeur de l'Observatoire, Jean-Dominique Cassini. Cassini, il a fait la première carte de la Lune, qui est restée une référence pendant très longtemps. Il a découvert la division qui porte son nom dans les anneaux de Saturne, plusieurs satellites de Saturne. Et puis ça a continué avec Le Verrier, qui a découvert la planète Neptune. On pourrait en dire bien d'autres, mais ici à Meudon, donc, où l'astronomie a commencé à la fin du 19e siècle, je voudrais mentionner particulièrement la Grande Lunette. La Grande Lunette de Meudon, donc une lunette de 83 cm de diamètre, qui était la première de sa taille en Europe, et qui a servi à Eugène Antoniadi. Alors c'était un résultat un peu négatif, mais il a montré que les canaux martiens n'étaient pas des canaux construits par des martiens assoiffés, mais étaient juste des structures que l'œil humain essayait d'aligner de manière rectiligne. Beaucoup de travaux ont été menés à Meudon
sur l'atmosphère des planètes, pour montrer qu'il y avait effectivement une atmosphère à la planète Vénus, qu'elle tournait dans le sens rétrograde, qu'il n'y avait pas d'atmosphère sur la Lune, sur la surface de la Lune, à savoir que c'était effectivement de la poussière. Et puis a commencé la période de l'exploration spatiale, parce que pour nous, c'est une étape incontournable. C'est bien de regarder les planètes à l'œil ou au télescope, mais après, il faut y aller. Y aller d'abord en orbite, puis se poser, puis se déplacer à la surface des planètes. Et ce qui a le nec plus ultra, c'est de rapporter des échantillons pour les analyser sur Terre. Donc cette aventure spatiale, elle a commencé par des coopérations avec l'Union soviétique. C'était il y a bien longtemps, à l'époque où l'Union soviétique savait faire des missions scientifiques spatiales. Puis avec la NASA et bien entendu avec le CNES comme partenaire et sponsor de toutes ces aventures. Juste pour mentionner quelques missions récentes, quelques missions spatiales récentes, nous sommes très impliqués dans la mission d'exploration de Mercure qui s'appelle Bepi-Colombo. Nous avons participé et piloté scientifiquement un instrument qui est à bord de JUICE. JUICE va explorer la planète Jupiter et ses lunes glacées. Alors, explorer, elle est en chemin, donc on en reparlera en 2031-32. Hein. Et puis, nous sommes aussi très impliqués dans des missions de retour d'échantillons. Et il y a en ce moment à Meudon, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des équipes d'ingénieurs et de chercheurs qui mettent la dernière main à un instrument qui s'appelle MIRS et qui fait partie de la mission japonaise d'une coopération CNES, Japon et Allemagne qui va rapporter, on espère, des échantillons d'un des satellites de Mars. Et puis le petit élément d'actualité, c'est aussi que nous attendons dimanche le retour d'un échantillon d'astéroïdes dont parlera peut-être Philippe Baptiste. Je ne voudrais pas lui spoiler tous ses effets, mais c'est un moment très excitant d'avoir enfin des échantillons extraterrestres qui arrivent sur Terre. Je vous remercie. Madame Casoli, Monsieur Saint-Jean, Monsieur Baptiste, Messieurs, Mesdames et Messieurs, en tant que délégué au développement numérique de la ville de Meudon, c'est un grand plaisir que je vous accueille au nom de la ville aujourd'hui sur la commune de Meudon, dans le cadre de cette 5e édition donc, du festival Stars Up. Donc, pour les personnes qui connaissent moins Meudon, Meudon est de longue date une terre d'accueil des industries de pointe, de la science et des technologies. Alors, nous avons sur la commune des grandes entreprises prestigieuses de renommée internationale, telles que HP, Thales, Safran, Dassault Systèmes. Et prochainement, nous aurons un grand data center très innovant avec le groupe Equinix. Et évidemment, nous avons de grands centres scientifiques avec le CNRS, l'ONERA et l'Observatoire de Paris-Meudon. Alors, ce lieu, le hangar Y, est lui-même emblématique de la capacité des femmes et des hommes à innover, par le passé, dans la construction des premiers dirigeables, et par le présent, par cette exceptionnelle rénovation que vous pouvez voir. Donc, il y a 2 jours encore, le hangar Y accueillait donc l'avenir de l'automobile avec des flottes de véhicules décarbonés, par exemple. Alors, dans tout ce dynamisme scientifique, la ville de Meudon, elle aussi, se tourne vers l'avenir. Parmi 3 communes d'Île-de-France, nous avons été récompensés pour notre dynamisme autour des innovations utiles à tous, et ça c'est important. Et c'est par exemple le pilotage de feux de circulation que nous avons réalisé par un système d'intelligence artificielle pour limiter les émissions de CO2 des voitures. Et en ce moment, c'est une expérimentation pour mutualiser et partager localement la production d'électricité renouvelable. Alors, Meudon, c'est aussi une grande consultation que nous avons réalisée de nos habitants, que nous avons appelée Meudon 2040, pour identifier les aspirations de chacun d'entre nous et se mettre dès à présent sur les rails de cet objectif qui va associer l'écologie et la technologie au service de tous. Alors, je vous souhaite à tous le meilleur, en espérant que l'avenir va s'écrire ici, peut-être aujourd'hui. Et puis, j'ai le grand honneur de pouvoir passer la parole à Monsieur Philippe Baptiste, qui, d'après mes sources, a également commencé sa carrière dans le numérique. Absolument.
Alors, je ne vais pas vous parler de numérique, enfin un petit peu peut-être dans quelques instants. D'abord, un mot pour vous remercier de cet accueil dans ce lieu qui est absolument extraordinaire. Et enfin, je veux dire, c'est simplement magnifique. J'avais déjà eu l'occasion il y a 2 ans ou 1 an de venir. C'est toujours aussi beau et on a toujours autant envie d'y passer du temps. Donc félicitations pour ça, parce que l'attractivité d'un lieu comme ça, c'est aussi ça, le développement économique, le développement scientifique d'une ville de la région. Donc je crois que c'est vraiment très très bien, il faut le souligner. Peut-être quelques mots simplement pour vous dire, peut-être simplement pour présenter en 2 mots les grands piliers stratégiques de l'action du CNES. Et puis après, je reviendrai peut-être un peu plus spécifiquement sur le thème de la journée. Pour aller très très vite, on essaye d'articuler notre développement, enfin le développement du spatial en France autour de 4 axes stratégiques. Le premier, c'est l'autonomie stratégique nationale et européenne. Et ça, derrière, ça veut dire, c'est essentiellement les questions d'accès à l'espace. C'est la capacité de projeter nos applications dans l'espace. C'est absolument fondamental. Sans accès à l'espace, sans lanceur, l'espace n'existe pas. Donc ça, il faut être très très clair là-dessus. On a besoin de lanceurs pour accéder à l'espace, pour nos applications. Et puis c'est aussi derrière, évidemment, à côté de ça, à côté de la question simplement des lanceurs, c'est la question aussi de toutes les applications qui sont utiles pour notre défense et pour notre sécurité et qui jouent aujourd'hui un rôle absolument crucial et ces applications prennent une importance qui est chaque jour plus élevée. À côté de ce premier pilier stratégique, 3 autres. La question de l'adaptation au changement climatique qui est une question fondamentale, et puis la question aussi de comprendre les évolutions du climat. Et ça, le spatial a un rôle à jouer dans cette dimension qui est fondamentale. Pourquoi ? Parce que simplement, grâce au spatial, grâce à l'observation de la Terre, on est en mesure de comprendre ces grandes évolutions et de nourrir les modèles mathématiques qui sont capables de simuler les évolutions du climat. Et derrière, évidemment, si on comprend et si on est capable de construire des modèles qui sont des modèles précis, eh bien on est capable aussi de voir comment est-ce qu'on peut jouer sur les grands paramètres fondamentaux et comment, par exemple, on peut aussi diriger des politiques publiques, savoir comment on va faire demain, justement, pour, à travers des mécanismes, je ne sais rien, incitatifs ou fiscaux, s'attacher à réduire telle ou telle dimension, telle ou telle émission de tel type de gaz, etc. Donc c'est vraiment fondamental. Et sans le spatial, on est incapable de faire ça. Le spatial est aujourd'hui le thermomètre de la planète. Je veux dire, pour résumer très simplement. 3e pilier, qui est un pilier historique et qui a été mentionné précédemment, c'est tout simplement faire rayonner la science en France, en Europe et dans le monde autour des applications spatiales. Et là, vraiment, comme précédemment pour les questions du climat, la coopération européenne est absolument centrale et absolument fondamentale. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire rayonner une science au meilleur niveau. Et derrière, c'est les sciences de l'univers, c'est la compréhension des phénomènes physiques fondamentaux. Il y a un certain nombre d'applications, un certain nombre de manips qu'on n'est capable que de faire dans l'espace. Et donc, il faut qu'on soit en mesure de le faire. Et puis, le dernier pilier stratégique, et qui est vraiment aussi au cœur de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la question du soutien à l'écosystème, et c'est un axe de développement pour le CNES qui est fondamental. C'est comment est-ce qu'on est capable de développer un écosystème spatial national et européen qui est en pleine évolution. Et je vais m'attarder là-dessus un tout petit peu en prenant quelques exemples. L'économie du spatial est en train de bondir. On estime qu'en 2030, on sera autour de 1 000 milliards de dollars ou au-delà de chiffre d'affaires sur le spatial dans le monde. Donc c'est des sommes qui sont considérables. Je voudrais juste rappeler qu'en France uniquement, le spatial, c'est 70 000 emplois très qualifiés. Donc on voit bien l'enjeu qu'il y a derrière en termes de compétitivité, en termes d'économie, et qui dépasse très largement le simple secteur du spatial. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. On a des atouts considérables. On a des atouts parce qu'on a quelques très grandes entreprises, que ce soit les Airbus Defence and Space, les Thales Alenia Space ou les Ariane Group,
qui sont extraordinairement structurants en Europe, parce que ce sont les 3 grands primes européens et qui ont une empreinte nationale, une empreinte française très forte. Et évidemment, on est ravis de les avoir et on veut qu'ils continuent à rester des champions. Et donc, un de nos enjeux, c'est de continuer à travailler avec eux, très largement par les mécanismes qu'on connaissait précédemment, mais on veut continuer à travailler avec eux en les encourageant à développer certains axes de R&D, en préparant le futur, etc. Mais ce sont des établissements, des entreprises qui sont très matures. À côté de ça, on a le développement d'un écosystème de start-up qui est extrêmement dynamique aujourd'hui en Europe, mais très spécifiquement en France. J'aime bien citer le chiffre qu'en ce moment, on a la création à peu près d'une start-up par semaine dans le secteur spatial en France. Donc c'est vraiment une dynamique qui est très très forte et on est tous mobilisés pour soutenir cet écosystème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est de nouveaux entrepreneurs qui arrivent avec de nouvelles idées, avec du capital aussi qui vient d'autres acteurs, des acteurs qui viennent aussi beaucoup du numérique. Et on croit vraiment qu'en fait, sur un certain nombre de champs du spatial, probablement pas tous les champs, ils vont jouer un rôle déterminant. Et donc, on croit en eux. Et derrière, c'est à travers le plan, à travers France Relance, à travers France 2030, c'est pas loin quand même de 2 milliards d'euros d'investissement qui sont mobilisés pour contribuer à leur développement. Donc vraiment, il y a une vraie dynamique et un vrai effort sur cette question-là. Je veux pas être trop long. Là, j'ai mentionné évidemment les grandes perspectives et les choses qui vont bien. On est aussi dans le secteur spatial en ce moment. On a aussi quelques difficultés qu'il faut probablement mentionner. Alors, la première des difficultés, c'est qu'on est au milieu d'une crise des lanceurs, qui est une crise qui est quand même assez sérieuse, parce que nous n'avons plus aucun lanceur disponible aujourd'hui en Europe. Enfin, il y a un Vega qui est un petit lanceur italien, enfin européen, italien, mais qui va partir dans quelques jours. Mais au-delà de ça, on est quand même dans une grande difficulté, compte tenu à la fois de l'arrêt de Soyouz, du fait que Ariane 6 est en retard et que, pour terminer, Vega C est dans une situation technique difficile. Au total, on n'a plus de lanceurs aujourd'hui en Europe. C'est une situation qui est une situation vraiment très, très ennuyeuse, qui, si elle devait avoir une seule petite vertu, je dis bien petite par rapport aux difficultés engendrées, c'est que nos partenaires européens, qui par moments avaient tendance à oublier le fait que la question de l'accès à l'espace était fondamentale, aujourd'hui, je crois, sont vraiment mobilisés aussi autour de cette question et je crois rejoignent une analyse qui a été portée par la France pendant très très longtemps, depuis très très longtemps sur cette question. Mais enfin, on est quand même dans une grande difficulté aujourd'hui et cette difficulté, pour dire les choses brutalement et de manière un peu brutale, elle engendre aussi énormément de tensions européennes. Beaucoup de tensions européennes, beaucoup de questionnements autour des choix qui ont été faits sur la gouvernance, sur le programme Ariane, etc. Beaucoup d'appétits aussi qui sont extra-européens sur ces questions-là. Et donc c'est un moment qui est difficile, probablement très comparable à ce que peuvent vivre un certain nombre d'acteurs dans d'autres secteurs de la défense, par exemple, en ce moment. Si je ne suis pas assez explicite, vous pouvez toujours me demander après. Voilà. Dernier point, deuxième point que je veux mentionner, et je vais m'arrêter, c'est que deuxième souci ou deuxième difficulté qui est vraiment structurelle aussi à notre secteur, on a une faiblesse numérique en Europe qui est abyssale. Et l'avenir du spatial se joue aussi justement autour du numérique. Et on va avoir cette difficulté, le fait qu'on n'ait pas de GAFA aujourd'hui en Europe, le fait qu'on n'ait pas un cloud qui soit un cloud très développé et européen et avec une forte empreinte autonome, toutes ces questions-là, aujourd'hui, pèsent à un moment ou un autre, ou vont peser à un moment ou un autre sur le développement du spatial. Alors, le développement du spatial peut aussi être vu comme un atout pour redévelopper aussi, justement, et reprendre pied dans cette autonomie numérique qu'on a un peu perdue, ou qu'on n'a jamais eue en Europe, mais c'est aussi quand même une difficulté structurante. Et puis, la troisième difficulté que je voudrais mentionner, évidemment, c'est que dans le tableau, entre guillemets, riant que j'ai construit ou dépeint sur les entreprises du spatial qui se développent très très vite,
Il ne faut pas oublier quand même que la conjoncture économique aujourd'hui, tout de suite, est quand même difficile, avec une raréfaction aujourd'hui des investissements disponibles. Et donc, même si l'écosystème reste très vivant aujourd'hui et plutôt en bonne santé, il faut évidemment qu'on soit vigilant sur cette question. Voilà, je m'excuse parce que j'ai été très très long, mais voilà, merci encore de cette invitation et je vous souhaite évidemment une excellente journée sur les questions qui vont nous mobiliser aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Donc, je me présente, je m'appelle Alain Durand, je suis le secrétaire général de l'Alumni Onera, donc l'association des docteurs, doctorants et post-doctorants de l'Onera. Et à ce titre, on m'a proposé d'accueillir Bruno Saint-Jean, le président de l'Onera, ce que j'ai accepté avec plaisir pour deux raisons. Donc, la première, c'est que notre association a été créée en juin 2016 sur la volonté de Bruno Saint-Jean. Et donc, sans cette impulsion initiale, nous ne serions pas réunis aujourd'hui dans le hangar Y et nous n'aurions pas pu monter ce colloque. Donc, je tenais à remercier Bruno Saint-Jean de nous avoir permis de développer cette alumni, de développer ce type d'événement. La deuxième raison pour laquelle je suis ravi de vous accueillir, c'est que je suis moi-même passé par l'Onera. Alors, même si j'ai quitté l'Onera il y a 20 ans maintenant, j'ai toujours gardé un lien privilégié avec cette belle institution et je suis toujours ravi de pouvoir participer au rayonnement de l'Onera. Et donc, dans ce cadre, je suis ravi de vous passer la parole, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos propos. Alors, Fabienne est restée assise, Philippe s'est levé, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire. J'ai trouvé l'option de me mettre à genoux, mais le jour de la visite du pape, ça aurait été mal interprété. Du coup, je vais faire comme à peu près tout le monde, rester assis. Il me revient donc de clore cette séance d'accueil à mi-parcours de ce colloque. Et vous noterez déjà que clore une séance d'accueil et d'accueil à mi-parcours, sémantiquement, c'est pas ça qui pouvait me donner l'idée de ce que je vais vous raconter. Donc j'ai fait comme Fabienne, regardez ce qui vous attend. Il y a 2 tables rondes, souveraineté et rêve. Donc je me suis dit que dans le temps imparti, j'allais vous donner un tout petit flash dans ces 2 dimensions avec bien sûr un prisme Onera. Souveraineté d'abord. Souveraineté, il y a encore 10 ans, c'était l'apanage de quelques cercles restreints. Aujourd'hui, c'est un mot que tout le monde dit, prononce, qu'on lit partout, et je dirais même qu'il est à la mode. Il faut y voir là notamment les conséquences des 2 crises majeures que notre planète a traversées depuis le début de la décennie. D'une part, la crise du Covid. Et là, on a vu qu'on était dépendant du reste du monde pour nos vaccins, pour nos masques, ce qui est absolument insupportable, bien sûr. Il faut qu'on soit nous-mêmes maîtres du jeu. Et puis le deuxième, c'est ce qui se passe bien sûr en Ukraine depuis un peu plus de 18 mois, avec notamment comme conséquence dans le milieu qui nous intéresse, le spatial, ce que tu disais Philippe, c'est que l'Europe est privée de lanceurs pour lancer ce qu'on veut, et ça c'est un vrai problème aussi de souveraineté. Il y a quelques années, on m'avait demandé de définir ce que représentait pour moi souveraineté dans le spatial. Et j'avais répondu sur 2 lignes. Alors, la première est évidente, tu l'as évoqué, c'est être capable de lancer ce que je veux, où je veux, quand je veux. La deuxième l'était un peu moins, visiblement. Pourtant, il suffit de se ramener à la genèse de la dissuasion océanique. Quand on a décidé en France de se doter d'une force opérationnelle de sous-marins nucléaires armés d'engins, on s'est aussi dit que pour ça, on avait besoin de bien connaître le milieu dans lequel on allait évoluer. Et donc, on a mis en place tout le système de cartographie et de connaissance des océans. Dans l'espace, c'est pareil. Pour être souverain, il faut connaître en tout moment la situation de ce qui nous entoure. Et puis, je rajouterai aujourd'hui une 3e ligne quand même, parce qu'on a bien vu ces dernières années que nos amis ont beau être nos amis, de temps en temps, on peut les surveiller un peu. Et la 3e ligne, c'est donc être capable de voir, de réagir, d'anticiper, voire de contrer une action qui pourrait être menaçante, voire plus. Voilà ce que l'on peut envisager. Donc encore une fois, vu le délai imparti, je vais juste aller sur un petit truc. Un de ces sujets-là, et c'est bien sûr la connaissance de l'espace, pour rappeler que la France est la 3e nation au monde après les États-Unis et la Russie à s'être dotée d'un moyen de connaissance continue en permanence de ce qui se passe autour de nos têtes avec le système GRAVE. D'ailleurs, j'insiste, GRAVE est un système, c'est pas un radar. Ce système donc a été conçu, développé, mis en place, MCOisé, si j'ose ce barbarisme, par les équipes de l'Onera. Il est opérationnel depuis 2005, opéré par l'armée de l'air
et de l'espace. Je ne résiste pas à signaler que pour arriver jusque-là, toute phase comprise, ce système a coûté aux contribuables 20 millions d'euros. Voilà des ordres de grandeur qu'on rencontre, hélas, pour le contribuable, pas si souvent dans nos domaines. On a modernisé ces dernières années graves pour faire des problématiques du type obsolescence. Il va de soi que les cartes électroniques commencent à être un peu durées. On a un peu amélioré les performances, dans la limite, bien sûr, de ce que pouvait permettre le système. Il faut bien avoir en tête que Grave a été conçu avec la spécification de détecter des satellites disons d'une taille de machine à laver, pour caricaturer. Pas question aujourd'hui de voir des micros, des nanosatellites. Pour l'instant, ce sera autre chose qui devra faire ça. Et pourtant, c'est quand même intéressant de signaler qu'en 2015, Grave suivait en permanence 2200 objets et qu'il y a quelques mois, on a passé la barre des 8000. C'est dire si ça bouge un peu là-haut. Alors, je vois en face de moi Florent Muller, le directeur général de la filiale qu'on vient de créer, Astaréon. Donc, je suis à peu près sûr que Florent vous parlera de liens entre Grave et Astaréon. Je terminerai juste sur ce volet en signalant qu'avec cette expérience opérationnelle depuis 2005, l'armée de l'air et de l'espace française dispose d'une compétence, d'une connaissance opérationnelle absolument unique en Europe vieille de 17 ans. Et quant aux équipes de l'ONERA, avec la conception, le développement, la mise en service, l'exploitation, etc. Là, c'est une compétence absolument unique en Europe de 30 ans qui repose sur les équipes de l'ONERA. Alors le deuxième volet, c'est le rêve. Là encore, quel sujet choisir? Il y en a tellement. On est à Meudon. À Meudon, il y a l'observatoire. Donc il fallait aller... et puis après tout, nos grands anciens, ce qui les faisait rêver dans l'espace, c'était juste de lever la tête, d'essayer de mieux voir, d'où la naissance de l'astronomie, etc., etc. Et j'ai choisi pour l'illustrer, là encore, une discipline dans laquelle les équipes françaises sont les meilleures au monde. C'est l'optique adaptative appliquée à l'astronomie. Et donc, dans ce domaine, les équipes de l'ONERA et celles du CNRS associées sont les meilleures au monde. C'est elles et leur savoir-faire qu'on est venu plugger derrière tous les grands télescopes européens. Le dernier, c'est le Very Large Telescope qui est opérationnel au Chili depuis une petite dizaine d'années. Ça a permis de réussir un certain nombre de premières mondiales. Je pense notamment à la première photo d'une exoplanète il y a un peu moins de 10 ans. C'est d'ailleurs intéressant de se souvenir que les exoplanètes, leur existence avait été démontrée par le calcul, par des technologies par des savoir-faire déjà optiques et par des équipes françaises. Donc ces premières réalisées par les télescopes européens valent de temps en temps des rapports parlementaires américains qui reprochent à leurs équipes de ne pas être capables de ce que font les Européens, ce qui est honnêtement un bon moment de lecture, ça fait toujours plaisir. La prochaine génération de télescopes européens est en cours de développement, c'est le ELT, le European Extremely Large Telescope. Le choix important qui a été fait, c'est de le concevoir autour de l'optique adaptative pour mieux en tirer parti. On va également tirer parti, bien sûr, des progrès réalisés depuis 10 ans dans ce domaine. Et puis, dernière chose importante, c'est que le VLT a un miroir de 8 mètres, le ELT aura un miroir de 39 mètres. C'est dire si on va voir encore plein de choses nouvelles, si on va faire des photographies nouvelles qui auront absolument de quoi nous faire rêver, même si Fabienne l'a dit, il y a d'autres moyens, bien sûr, pour aller voir ce qui se passe là-bas. Dernière chose pour conclure sur Meudon, avec le bon couple optique adaptative et coronographie, vous vous mettez à Meudon, vous fixez le phare allumé de Marseille, la coronographie vous élimine la lumière du phare et vous ferez une magnifique photo d'une petite bougie qu'on aura mis à côté. Voilà ce que ça permet de faire. Je vous remercie.